Nous avons vu la formation de l'euro et celle de la zone euro. Nous allons voir maintenant quels sont les avantages que cette zone euro a pu procurer, mais aussi quels problèmes cette zone a rencontrés et comment, par la suite, la crise a accentué les problèmes jusqu'à créer une véritable crise de l'euro. À partir de 2002, les billets d'euros circulent dans l'ensemble des pays de l'Euroland, c'est-à-dire de la zone euro. En fait, l'euro présente un certain nombre d'avantages, mais aussi des problèmes dès son départ. Quels sont ces avantages? Les avantages, c'est évidemment la stabilité monétaire. Tous les pays qui ont l'euro comme monnaie n'ont donc plus aucun problème de change, de politique de change, etc. Ils peuvent donc échanger leurs marchandises, commercer dans ce marché unique, et donc le commerce intracommunautaire est totalement facilité par cette stabilité monétaire, et cette stabilité monétaire implique une conséquence qui est celle de très faibles taux d'intérêt. En effet, l'euro est une monnaie stable, une monnaie forte même, et donc les taux d'intérêt qui sont liés à cette monnaie peuvent être très faibles. Or, de faibles taux d'intérêt ont énormément d'avantages. En effet, d'abord pour le consommateur. Le consommateur peut acheter à crédit facilement une bonne partie de ce qu'il doit acheter, et donc ça permet d'augmenter la production, et cela c'est un élément important. Ensuite, c'est très intéressant aussi pour les investissements. Un faible taux d'intérêt lorsqu'on investit en empruntant permet de ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire un effet bénéfique. C'est pas cher, on peut donc investir beaucoup, on peut moderniser les entreprises, et donc au niveau de la production, c'est aussi un avantage, modernisation, meilleur gain de productivité, c'est donc extrêmement favorable. Quant à la dette publique, c'est important aussi parce que cela va permettre à ces pays d'avoir des taux d'intérêt pour les emprunts publics qui sont des taux d'intérêt faibles. Donc, il peut y avoir des déficits, ces déficits sont comblés par des emprunts d'État à faible taux d'intérêt, et ainsi on a donc un cumul de ces déficits qui devient la dette publique, mais qui est finalement moins important qu'elle ne l'était auparavant. Mais dès le départ, l'euro a aussi des problèmes. Le principal de tous ces problèmes, c'est l'hétérogénéité de la zone. En effet, les économies du Sud, comme par exemple celle du Portugal, celle de l'Espagne, celle de la Grèce, sont des économies fragiles, basées sur le tourisme, l'agriculture ou les bâtiments, et ça n'a strictement rien à voir avec des économies solides, comme celle des pays du Nord, essentiellement l'Allemagne, qui est une grande puissance exportatrice de machines-outils ou de produits high-tech. Donc, comment arriver à gérer en même temps des pays à problèmes économiques et d'autres qui n'en ont pas du tout. Il est évident qu'on va faire la même politique économique, la BCE ne fera pas de différence entre les pays du Sud, que l'Allemagne a tendance à appeler les pays de la zone Med, la Méditerranée, qui en fait pour elle sont des pays faibles, économiquement parlant, et puis d'un autre côté, c'est la même chose au niveau monétaire pour des pays comme l'Allemagne. Donc au niveau économique, ça va poser des problèmes. Mais au niveau fiscal, certains pays du Sud ou certains pays de l'Est vont jouer de cette facilité. Par exemple, l'Irlande va profiter du fait qu'elle intègre la zone euro pour mettre un taux d'impôt sur les entreprises extrêmement faible et ainsi attirer des entreprises, non seulement de la zone euro, mais de l'ensemble du monde, des entreprises qui sont souvent des entreprises de l'informatique, de l'électronique, etc. Et en fait, ça va donner un véritable boom économique, mais finalement en trichant, entre guillemets, puisque c'est uniquement en s'appuyant au niveau fiscal, c'est-à-dire en donnant une fiscalité quasiment de paradis fiscal. Donc cette hétérogénéité de la zone pose problème, tout simplement parce que la BCE ne peut faire qu'une seule et unique politique économique sans tenir compte des différences.
Ensuite, il y aura des problèmes sociaux. En effet, il y a une véritable concurrence salariale. Bien, certains pays ont des salaires très faibles. Et ces salaires très faibles, alors on voit bien que le Portugal ou l'Espagne ont des salaires différents de ceux de l'Allemagne. Et le résultat, c'est que finalement, la concurrence est biaisée. Et pour réussir à maintenir la concurrence, l'Allemagne va être obligée, par exemple, de geler les salaires pendant quelques temps, les salaires de leurs salariés qui étaient extrêmement bien payés, mais qui finalement vont pâtir de cet euro parce que, eh bien, pour gagner en compétitivité, les salaires seront gelés en Allemagne, par exemple. Mais le principal problème, ça va être la valeur de l'euro qui va monter terriblement par rapport au dollar. Et cet euro qui monte, eh bien, on verra à quel point tout à l'heure, cela provoque un déficit commercial. Pourquoi un déficit commercial ? Parce que tous les produits qui sont libellés en euros sont libellés en monnaie forte, et donc finalement, ça va être très difficile à exporter, parce que l'importateur de l'autre côté, lui, va être obligé de donner beaucoup de sa monnaie pour obtenir quelque chose en euros. Et ça donc, ça va faciliter les exportations américaines, puisque le dollar est plus faible que l'euro. Par contre, ça va vraiment handicaper les exportations européennes parce que cet euro est très fort et donc les produits libellés en euros sont trop chers. Donc les déficits commerciaux vont s'accentuer, sauf pour un pays qui est l'Allemagne, qui réussira, malgré un euro fort, à exporter, à devenir même pendant un temps le premier exportateur mondial, tout simplement parce que les produits qu'exporte l'Allemagne sont des produits à très forte valeur ajoutée et il y a une certaine marque allemande qui fait que bien, les gens sont prêts à payer plus cher si c'est allemand parce que c'est sérieux, c'est solide, etc. Mais c'est le seul pays qui réussit à tirer son épingle du jeu avec un euro fort. Puisqu'il y a un déficit commercial, puisqu'il est difficile de produire plus pour exporter, eh bien, l'Europe va se retrouver face à une certaine stagnation qui est due au fait que bien, une partie de la production qui aurait été exportée ne peut pas être produite. Et cette stagnation va entraîner du chômage, ce qui fait que pendant les 10 ans d'euro, bien, le chômage en Europe va se stabiliser à un taux qui est trop important. Alors évidemment, l'euro n'est pas le seul responsable, mais c'est l'un des responsables. Voici donc le cours de l'euro. Nous avons ici la ligne qui permet de vérifier l'équivalence, la parité euro-dollar, c'est-à-dire 1 dollar égale 1 euro. La voici. Et que remarque-t-on ? C'est qu'à partir de 2002, et l'euro est plus faible que le dollar puisqu'il faut seulement 0,9 dollars pour avoir 1 euro. Mais en fait, très rapidement, vers 2003, on se retrouve à parité 1 dollar, 1 euro. Et après, il y a une surévaluation de l'euro par rapport au dollar qui peut aller très très loin puisqu'en 2008, au moment de la crise, on était arrivé à 1,6 dollar pour 1 euro, c'est-à-dire que en fait l'euro valait 60% de plus que le dollar. C'est beaucoup trop quand on se rend compte de la valeur des deux économies, de l'économie européenne et de l'économie américaine. Certes, il y a eu une légère baisse, mais malgré tout, l'euro est resté entre 1,3 dollars et 1,5 dollars pendant la période 2008-2010. Donc on se retrouve actuellement à 1,40, ça veut dire qu'en fait c'est encore beaucoup trop et naturellement un produit donc qui se vend en euros est pénalisé par le fait que eh bien, pour avoir 1 euro il faut donner 1,4 dollar. Bon, ce qui est évidemment un énorme problème pour l'Europe. De 2002, au moment où l'euro a commencé à circuler, jusqu'en 2008, c'est-à-dire le début de la crise financière et économique par la suite, en fait l'euro avait à peu près bien fonctionné et certains pays qui avaient des économies fragiles au départ, comme l'Irlande, avaient l'air d'avoir progressé de manière tout à fait phénoménale puisque les Irlandais avaient parmi les meilleures moyennes de revenus de l'Europe alors qu'ils étaient partis très bas. Les Espagnols étaient considérés comme ayant une économie qui progressait très rapidement. Et donc,
Tout le monde a cru que, bon, ça y était, l'euro était définitivement installé, malgré les prévisions extrêmement pessimistes de grands économistes, comme par exemple l'américain Friedman. Bien, l'euro avait l'air de suivre son cours, et la seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était sa surévaluation. Mais finalement, tout avait l'air de marcher. La crise est arrivée, et la crise a exacerbé tous les problèmes qui jusque-là avaient été plus ou moins cachés par une certaine réussite de l'euro. Lorsque la crise est arrivée, elle a accentué d'abord toutes les divergences qu'il y avait entre les principaux pays de la zone euro. Essentiellement entre l'Allemagne, nous allons voir, qui est tirée vers le haut, et ce que les économistes ont appelé les PIGS. PIGS, ce sont les initiales de Portugal, Irlande, Grèce et Spain pour Espagne. Et ces PIGS en question, qui sont donc les pays qui posent problème, ont vu l'écart se creuser par rapport à des pays solides comme les pays du Nord, essentiellement l'Allemagne. Pourquoi ? Comment la crise a-t-elle joué? Pourquoi y a-t-il eu accentuation des divergences? Eh bien, pour des raisons intrinsèques à l'euro. En effet, nous avons vu que l'euro, grâce à sa solidité, permettait d'avoir des taux d'intérêt extrêmement faibles. Ces taux d'intérêt extrêmement faibles faisaient que les crédits étaient très très bon marché. Emprunter ne coûtait pas cher. Et parfois même pour certains pays, comme la Grèce par exemple, le taux réel était négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, s'ils empruntaient à 3 ou 4%, comme l'inflation était à 4 ou 5%, eh bien finalement, ils remboursaient moins qu'ils avaient emprunté. Donc, en fait, ces taux d'intérêt sont extrêmement intéressants, surtout pour les pays qui avaient l'habitude d'avoir des taux d'intérêt très élevés parce qu'ils n'étaient pas très solides, c'est-à-dire ces célèbres PIGS. Puisque les crédits étaient très bon marché, tout le monde va se mettre à emprunter. Et emprunter pour quoi faire? En gros, la plupart du temps, dans le cas des ménages, c'est emprunter pour acheter la maison, l'appartement, etc. Et en Espagne, on est même arrivé jusqu'à proposer des emprunts sur 50 ans. Alors, à des taux variables, mais au départ très faibles. Quel est le résultat? Eh bien, le résultat, c'est une bulle immobilière. On se met à construire, il y a un développement totalement anarchique du bâtiment, on construit, on est persuadé que l'appartement va prendre de la valeur éternellement, et donc on entre dans cette bulle immobilière qui, évidemment, à un moment ou à un autre, va éclater. Et l'éclatement de cette bulle immobilière sera un effet extrêmement négatif de la crise. La seconde divergence qui va être accentuée, c'est le fait que, comme les emprunts sont très bon marché, puisqu'on vient de voir les taux de crédit sont très faibles, eh bien, il va y avoir une véritable spéculation bancaire. Parce qu'en effet, les banques, elles aussi, elles veulent profiter des taux d'intérêt très faibles. Et comme elles peuvent emprunter à des taux d'intérêt très faibles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont emprunter pour spéculer. Comme c'était le bon moment des emprunts que les Américains lançaient pour justement réussir à vendre des appartements à des gens qui n'auraient jamais dû pouvoir en acheter, eh bien toute cette spéculation bancaire, financière, internationale va jouer évidemment aussi bien pour les pays qui se trouvent en Europe, et il va y avoir une véritable financiarisation de l'économie et une crise bancaire qui évidemment va être très importante lorsque la crise éclatera aux États-Unis. Eh bien, elle va faire tomber un certain nombre de banques, par exemple en Irlande, mais en Espagne aussi. Donc, des emprunts très très bon marché qui causent des problèmes, particulièrement dans les pays qui sont les plus faibles, et à côté de cela, ou plutôt en face de cela, que fait l'Allemagne? Eh bien, l'Allemagne, elle, ne va pas chercher à utiliser ses crédits à bon marché, ses emprunts à bon marché, etc., parce que de toute façon, elle les avait déjà bien avant l'euro. Elle va rechercher sa compétitivité industrielle en faisant quoi? En gelant les salaires pour que les charges des entreprises ne soient pas trop importantes. L'économie va se renforcer, elle va faire des gains de productivité, et résultat, il va y avoir un excédent commercial. Donc une compétitivité très forte industrielle et des exportations
exportations qui vont augmenter face à des pays qui utilisent simplement les facilités d'emprunt, de taux d'intérêt très faibles et qui vont jouer sur la financiarisation des marchés. En fait, cette augmentation des divergences entre les pays du Nord et les pays du Sud pose des problèmes techniques quasiment insurmontables parce qu'il n'y a qu'une seule banque centrale, elle n'a qu'un seul objectif, c'est l'inflation, et elle ne peut pas mener des politiques différentes selon que les pays ont des problèmes économiques différents les uns des autres. Elle ne peut pas mener une politique pour l'Allemagne, une politique pour la Grèce, une politique pour le Portugal, etc. Or, ces pays sont vraiment très différents et leurs économies s'écartent, sont plus ou moins touchées, et donc comment réagir lorsqu'on est la banque centrale et que l'on doit réagir face à toutes ces divergences que l'on vient de voir. Nous verrons dans la 3e vidéo que la Fed n'a pas que ce problème de divergence à résoudre. Elle a aussi un autre problème, c'est que certains de ces pays vont se retrouver au bord de la banqueroute, donc de la faillite nationale, à cause de déficits et de dettes qui vont s'accentuer du fait de la crise.